Bon, eh bien, bonjour à tous. Je crois que nous allons parler d'orage pour cette présentation. Donc concrètement, moi mon but c'est de photographier, filmer les phénomènes à travers la France, la Suisse et parfois aux États-Unis, afin de retrouver certaines ambiances qui font partie du plaisir de la chasse aux orages. Pour commencer, déjà je voulais dire que moi je ne me prétends pas être un chasseur d'orage. C'est un attribut qui ne se justifie pas dans la mesure où les tornades, la foudre sont des phénomènes violents, destructeurs, donc on fait preuve de beaucoup d'humilité. Par contre, c'est vrai que j'hésite pas à foncer au cœur de l'orage pour retrouver ces ambiances un petit peu extrêmes. C'est ce que j'aime dans les orages et ce que voilà, je vais vous présenter à travers ce diaporama. Donc, pour commencer, là, nous avons une super cellule qui date de juillet 2011, qui se trouve dans le Val-de-Saône. Le Val-de-Saône qui est un endroit vraiment propice pour ce genre d'orage, grâce donc à cette grande plaine céréalière entre la Bresse et le Val-de-Saône, donc de Bourg-en-Bresse jusqu'à Dole. Les fleuves qui sont accumulés, le Doubs, la Loue, la Saône, également l'Aurain, favorisent, avec bien sûr des effets de convergence, la dynamique de ces orages. Donc là, on peut voir quand même déjà une structure qui est très bien définie, avec des stries très marquées, un mésocyclone qui avait une durée de vie quand même assez importante. Là, on a vraiment le cas typique avec les stratocus qui sont empilés d'un mouvement rotatif. Toujours cette même supercellule, avec une activité électrique quand même assez soutenue. Alors, il est vrai que les orages supercellulaires sont quand même assez rares en France, nous en avons quand même, mais c'est toujours assez délicat. Je tiens à préciser quand même qu'il est plus difficile de trouver un bar à Lyon ouvert à 23h sous une supercellule. Ça, c'est quand même assez fort. Donc voilà, là on avait une activité vraiment très soutenue, très forte en foudre. Je pense qu'il me semble d'ailleurs que Cyril, Henri et Vincent devaient être sur cet orage du côté de Dole, si je ne me trompe pas. Henri et Vincent, c'était en juillet 2011, le jour exact, ça devait être le 12, tout à fait. Le 12, on avait des points de rosée. Vous étiez au Mont-Roland, voilà. Donc c'est vrai que je pense que ça devait être aussi spectaculaire, lui du Mont-Roland. C'est vrai qu'après l'orage s'est renforcé en arrivant sur la plaine de Tavaux, entre Tavaux et Dole, où il y a eu plusieurs tentatives de tuba. Donc c'était assez agréable. Dans la même nuit, donc un petit peu plus tard, toujours entre Dole et Besançon, des cellules qui se reformaient à l'avant et qui donnaient vraiment une activité électrique très importante, avec des impacts assez proches. Là, nous avons 4 coups de foudre. Un coup de foudre bifide à gauche et un coup de foudre de même à droite. Ça, c'est des cas classiques sur le nord du Val-de-Saône. Et généralement, ça peut durer de 10 minutes, un quart d'heure, voire à 30 minutes. C'est souvent des coups de foudre très ramifiés, soutenus. Tout comme dans les lignes de grain du Val-de-Saône, où généralement, contrairement à des régions comme l'ouest de la France, où au passage d'un MCS, nous avons une grosse activité intra-nuageuse avec des coups de foudre mais qui ont tendance à être noyés dans la masse. Là, l'avantage sur la plaine du Val-de-Saône, c'est que ces lignes de grain se traduisent par des coups de foudre ramifiés à l'avant sur une longue durée. On passe cette fois-ci sur le bassin lémanique, qui est un endroit également très propice au foudroiement, où certes parfois les orages sont quand même assez capricieux, mais quand ils se mettent en place, c'est vraiment un grand spectacle. Là, c'est le fameux orage du 21 juin 2007 qui avait duré pendant plusieurs heures, avec une ligne d'alimentation qui était très soutenue au sud de Genève. Certains photographes s'étaient placés sur le Salève, qui ont réalisé également des photos extraordinaires. Et donc là, entre Nyon, Genève jusqu'à Aubonne, c'était l'endroit vraiment le plus propice pour avoir un spectacle chironique soutenu, en sachant que plus au nord, du côté du Haut-Lac, curieusement, l'activité foudre restait assez faible. Comme quoi, c'est très aléatoire sur le Léman. Autant on peut avoir une activité foudre soutenue plus au sud, et parfois, contrairement sur le Haut-Lac, l'activité électrique est fabuleuse, comme on a pu le voir hier, par rapport à la situ du 1er août avec les photos de Dean. Donc c'est vrai que des paramètres quand même assez complexes pour photographier la foudre sur cette région. Toujours le Léman, cette fois-ci, j'étais placé sur Chèvres,
un spot qui est très, très sympathique, non seulement pour avoir les impacts de foudre sur le Haut-Lac, puis c'est dans la ville de Lausanne. Michael Marsan était également sous cet orage. C'était à quoi, 1 kilomètre? Ouais, donc c'est vraiment à côté. Alors là, donc c'est toujours le même principe. Le choix du passionné d'orage va être déterminé par soit les supercellules ou les gros systèmes convectifs complexes qui vont engendrer donc parfois des structures intéressantes, ou soit on peut se focaliser sur les cellules totalement isolées qui ont une durée de vie de 5 à 10 minutes, mais ce sont généralement ces cellules qui vont donner les coups de foudre les plus spectaculaires, coups de foudre ramifiés. On voit que donc, les impacts de droite traversent une couche de cumulus fractus, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment ce type d'éclair que je recherche lorsque je pars sous les orages. C'était en 2008. Toujours sur le lac Léman, alors là, toujours dans une situation où on avait un multicellulaire vraiment très actif. Cet orage avait duré 2 heures, c'est absolument incroyable. Cette nuit-là, j'ai filmé plus de 480 coups de foudre. C'était donc un début très propice entre Évian et Thonon, une ligne d'alimentation soutenue sur le Haut-Lac, et une quantité de coups de foudre entre le Chablais, comme on peut le voir, là, le coup de foudre de droite qui s'abat sur le plateau du Chablais, et 4 coups de foudre simultanés qui tombent sur le Haut-Lac. On peut avoir également des phénomènes autres que la foudre sur le Léman, comme les trombes. Donc, situation où on a de l'air froid, engendré par de l'air chaud sur le lac, et température du moins élevée sur le lac Léman. Et puis, c'est vrai que ce jour-là, j'avais eu des informations avec Dean la veille qui était vraiment très, très, très motivé. Il avait senti le coup. Mais je crois que malheureusement, il me semble que tu travaillais ce jour-là. Et c'est vrai que bon, cet orage avait déjà quand même explosé au niveau de Lausanne. Au début, donc, il engendrait des coups de foudre très puissants. Et ensuite, l'orage s'est renforcé avec un abaissement très significatif entre Villeneuve, sur un axe Villeneuve, Chèvre, Vevey. Et donc là, j'ai aperçu du moins un petit mouvement, une rotation cyclonique quand on voit l'accélérer. Bon, c'est très délicat, mais on peut quand même percevoir cela. Et donc la trombe a à peu près duré 10 minutes, un quart d'heure, puisqu'au début il y a vraiment eu un temps assez long lorsque le tuba s'est mis en place, et avant que le buisson... Excuse-moi, c'est vers quelle heure en fait? Alors là, écoute, non, c'était plus tard, c'était aux alentours de 14h30, 15h. On passe dans les ambiances américaines, où voilà, ce qui est aussi agréable, ce qui me plaît, c'est de pouvoir rechercher cette lumière, lorsque le soleil joue avec les bases et les sommets des nuages, on peut avoir vraiment des ambiances apocalyptiques. Là, je précise que pour cette photo, je n'ai rien retravaillé, pas de post-traitement sur Lightroom ni Photoshop, c'est totalement brut. Donc, ce qui permet de pouvoir, on remarque quand même que c'est des ambiances qu'on voit davantage aux États-Unis qu'en France. Et c'est vraiment incroyable. Là donc, il faut concevoir que c'est la partie est de la supercellule. On a déjà l'avancée du front de rafale, alors que dans la partie sud, c'était totalement mésocyclonique. On va avoir une photo après. Aux États-Unis aussi, bon, voilà. C'est très bien, tornade. Ce jour-là, c'était le 23 mai 2008. Nous avons eu droit à un outbreak exceptionnel. Plus de 6 tornades filmées ce jour-là. Cette tornade se forme dans le centre-ouest du Kansas, qui est une région très propice aux tornades. La région LCT, Quinter, Wakini subit souvent la formation de supercellules tornadiques. Et cette tornade-là, c'était la c'était la 4e de la journée, la plus belle. Une wedge qui s'est finalement transformée en trompe d'éléphant. Là, on voit bien la zone de débris avec des végétaux, différents types de débris aspirés, projetés. La colonne est quand même assez imposante. Enfin bon, c'est le rêve, quoi, le pied. Enfin, ça dépend pour qui. Enfin, je suppose que partager le même avis.
Autre tornade, bon, bah, celle-ci c'est un classique, la tornade de Lagrange. Beaucoup d'émotions ce jour-là. Également pour la voiture. Donc j'étais avec Dean et Vincent Deligny, où ça a été une grosse montée d'adrénaline. Ce jour-là, je ne conduisais pas, c'est Vincent qui avait pris le volant. Et donc moi, ce qui s'est passé, quelques minutes après ce cliché, donc j'ai repris la caméra vidéo pour filmer. À ce moment-là, la tornade était à peu près à 200-250 mètres de notre position. Et au moment où je sors l'appareil photo, donc je coupe la vidéo, la vitre arrière éclate sous la pression. Bon, déjà, on avait eu droit à des grêlons quand même, la taille de boules de billard, voire même un peu plus. Et à ce moment-là, donc la pression, puisqu'il faut concevoir que la tornade s'est encore rapprochée davantage, et la vitre arrière a littéralement éclaté au moment où je faisais la photo. Alors là, forcément, c'était un gros moment de panique. Mes collègues devant ne pouvaient pas entendre, et donc voilà, il y a toute une ambiance qui s'est accumulée, d'où ces cris dans la voiture. Je tiens quand même à préciser, je suis pas tout le temps comme ça. Arcus, je crois que ça devait être dans le Kansas ou le Nebraska, je vais dire ciel typique aux États-Unis. On rencontre cela fréquemment. On peut voir sous l'effet du flux sortant une bande, un rouleau de nuages, des nuages de poussière. Ça c'est très typique dans ces plaines. Et puis sous l'action de l'air froid, totalement déchiqueté, cette base dantesque, c'est un classique. Par contre, ce qui est très étonnant aux États-Unis, c'est que contrairement chez nous, lorsque nous partons dans un front de rafale, nous avons l'approche d'un Arcus, nous avons forcément une baisse de la température qui est considérable. Mais aux US, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on peut jouer à travers ce contraste de température. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans l'Arcus, dans le front de rafale, on va perdre 5 à 6 degrés, et 5 minutes après, on peut ressortir pour retrouver ces 6 ou 7 degrés de plus, ce qui est chose impossible en France. Ce qui prouve vraiment quand même la dynamique de ces orages américains. Autre type d'Arcus, bon là c'est assez complexe parce que c'est une transition avec une supercellule qui avait quand même de fortes précipitations. On pourrait parler de mésocyclone Okhlu. Je crois que c'était dans le Nebraska, il me semble, cette supercelle. Donc il y avait parfois des tentatives avec des abaissements, un nuage mûr plus sur le flanc est de la cellule qui pouvait donner éventuellement la possibilité d'une tornade. Voilà, je suis resté surtout sur cette partie-là de la cellule parce que c'était carrément dantesque. On ne vit pas ce genre de structure tous les jours. Et voilà, classique. Donc après, on ressort de la cellule, on rentre à nouveau dedans, on peut ressortir et puis suivre son évolution à 50-100 km plus loin. De la foudre aux États-Unis. Endroit très prolifique, le nord du Texas, l'Oklahoma, où les orages nocturnes engendrent souvent des très longs coups de foudre ramifiés, avec des très beaux courants ascendants. Alors c'est l'un des endroits les plus intéressants pour la foudre de nuit, vraiment Texas Panhandle, jusqu'au nord de l'Oklahoma, une partie également du Nouveau-Mexique, Colorado. Dans les orages du Kansas, Nebraska, Dakota du Sud, certes, on peut trouver de la foudre ramifiée, mais c'est quand même davantage du positif. Retour sur le lac Léman. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu mélangé parce que j'ai eu le problème avec le Mac pour insérer les photos, donc voilà, on a un petit mélange. Quadruple coup de foudre au cours d'un orage avec une lumière vraiment exceptionnelle. Alors pareil, ce jour-là j'étais situé sur le Lavaux. Ce n'est pas Chèvre, c'est un petit peu plus au nord-est. Et donc cet orage, pareil, toujours multicellulaire. Il faut savoir quand même qu'il y a fréquemment du gros multicellulaire sur le bassin lémanique, principalement sur le haut lac. Donc là nous avons 2 coups de foudre qui sont carrément dans l'air sec, avec un début de micro-rafale, où on a vraiment ce sabot qui est très prononcé. Là, les vents quand même étaient assez forts. Je pense qu'il y a également quand même une averse grégligène, vu les tons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'opposé, à ce moment-là, le soleil réapparaissait. Donc c'est pareil, là, pas de dégradé sur Lightroom. Simplement donc le soleil qui éclaire les vignes du premier plan. Et le
contraste forcément ajouté rendait vraiment la scène somptueuse. Coup de foudre sur une antenne, pareil en Oklahoma, comme je vous le disais précédemment, hein, c'est vraiment des endroits pour photographier des coups de foudre longs, ramifiés, descendants négatifs. La particularité sur cette photo, c'est que l'on constate un joli traceur ascendant. Donc cette photo permet d'établir le fait que tous les traceurs sont en compétition, mais c'est véritablement les traceurs descendants qui vont avoir le rôle majeur. Ce sont eux qui décident ensuite de la connexion propice aux traceurs ascendants. Et là, on constate que finalement, la logique des choses, ce traceur descendant-là aurait pu se connecter, ce qui engendrait un double coup de foudre, soit éventuellement sur l'antenne, ou soit plus loin. Un crop sur ce coup de foudre avec ce traceur. Donc c'est vraiment ce genre de photo que je recherche, absolument. Impact sur des arbres, hein, sur des bâtiments, c'est la chose prioritaire en ce qui me concerne pour la foudre. Bien sûr aussi, lorsque l'orage est plus loin, ce que je pourrais vous montrer plus tard, on a droit généralement aussi à un très beau spectacle. Alors là, par contre, je suis désolé, mais ça ne rend pas comme ça, normalement. Là, on est carrément limite conversion CMGN. Je vous inviterai, si vous voulez, à voir la photo après sur l'ordinateur. C'est même pire que le HDR. Ouais, c'était pour vous présenter les ambiances également dans la fin des orages américains, où il est fréquent de voir l'apparition d'inter, de crawlers avec des arcs-en-ciel, des jeux de lumière absolument incroyables. Chose beaucoup plus délicate quand même en France. Excepté sur le centre, on retrouve ces configurations avec ces grandes plaines, par exemple au sud de Paris, où généralement dans la corne du cumulonimbus, on a également ce genre de spectacle, parfois également ici en Bourgogne, où ce n'est pas... C'est tout à fait possible. Toujours aux États-Unis, j'ai appelé cette photo Shape, silhouette, c'est sympa, autoportrait. Avec un arc-en-ciel et un coup de foudre. Ce jour-là, on était dans le Montana. C'était vraiment génial parce qu'il n'y avait même pas besoin d'appliquer un filtre ND8 afin de perdre au niveau de la luminosité, puisqu'on avait en moyenne, sur une période de 15-20 minutes, 3 à 4 coups de foudre par minute. Donc, ce qui est quand même assez important. Donc, cette photo, elle me plaît beaucoup parce qu'on a vraiment la rencontre de tous les éléments, la grêle, la réflectivité du soleil. La chute de foudre, c'est vraiment un grand moment, et je vous souhaite tous de pouvoir vivre ça. C'est vrai qu'on peut le voir quand même davantage aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, donc là, un cas très classique, nuage mûr, forte rotation, début de tornade au centre. Ce jour-là, pareil, c'était toujours dans le centre-ouest du Kansas, comme quoi cette région est vraiment très propice. Donc après, on avait eu un renforcement du RFD et la tornade s'était formée, mais malheureusement, manque de contraste. On percevait le cône, hein, mais le contraste n'était pas assez fort. Et ce fut ma première tornade aux États-Unis en 2007. Il est possible qu'en 2006 de nuit, on avait également une tornade, mais ça reste quand même assez délicat. Mais en tout cas, de façon en pleine journée, concrètement, c'était la première tornade aux États-Unis. Saison assez pauvre, hein, 2006-2007, c'était pas extraordinaire. En tout cas pour les mois de mai. Cette année, dans l'Indre, Arcus dantesque. C'est le diable. Donc durant cette journée, j'ai fait plus de 1300 km, parce que durant l'après-midi, j'étais entre la Loire et le Massif central. Ce jour-là, j'ai plus, excusez-moi les dates en tête, parce que en moyenne, je vois entre 60 et 80 orages chaque année, donc c'est pas évident de retenir toutes les dates. 2 juin. Merci Cyril. Le 2 juin, oui, donc j'avais commencé dans le Massif central avec donc une forte convection, hein, dès le début de l'après-midi. Ce jour-là, on avait quand même des paramètres assez propices, un point de rosée, une cape qui atteignait les 3000.
Donc c'est quand même assez important. Et donc en soirée, les conditions étaient réunies davantage sur le centre-ouest, à l'ouest du Berry. Donc je suis reparti de la région de Roanne. Au début j'ai fait Clermont-Ferrand, Roanne, j'ai eu les premiers orages orographiques de la journée. Et ensuite je suis reparti en traversant l'autoroute jusqu'à Châteauroux. Châteauroux, les premières cellules se sont développées. Et quelques instants après, l'arrivée de l'Arcus, multicouche, qui donnait vraiment constamment une activité électrique très soutenue, davantage intra-nuageux, hein, peu de coups de foudre dans cet orage. Mais c'est une ambiance qui est géniale parce que c'est une plaine où voilà, on a une grande tour hertzienne, des antennes de partout, on se retrouve un petit peu dans les ambiances américaines là-bas. Et c'est vrai que ce couloir issoudun, brillant, est très foudroyé. C'était Alex Serment qui m'en avait parlé longuement puisqu'il se rendait fréquemment là-bas. Et donc ensuite cet Arcus a traversé au nord de Bourges, a gardé quand même une certaine intensité. Donc moi après je suis reparti au sud de Bourges car au vu des images radar et des cellules qui se remettaient en place mais bien plus au sud, et finalement j'ai terminé à 3-4 heures du matin au sud de la Nièvre pour partir sur la Saône-et-Loire et photographier jusqu'à 6 heures du matin entre le Jura et la Côte d'Or. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Petit inter extra-nuageux, dans une situation, on était cette nuit-là, c'était septembre 2006, en présence d'une masse d'air tropicale, donc des orages très isolés, avec des tours qui montaient très rapidement. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette photographie, c'est que l'on constate aucune enclume encore, soit on parle d'enclume cumuliforme, carrément de cumulus congestus, et c'est la première fois que je vivais une situation comme ça, parce que d'habitude c'est vrai qu'il faut un laps de temps quand même avant que l'activité électrique puisse se mettre en place dans un stade aussi peu développé. On perçoit vraiment légèrement le début de l'enclume, mais c'est pas encore ça. Donc ouais, c'était vraiment très intéressant. Et durant je dirais 25-30 minutes, c'était un festival d'extra-nuageux, de crawlers extra-nuageux. Au-dessus, il y avait le début de la constellation de la Grande Ourse, donc ça apportait vraiment une touche très particulière. Ouais. Désolé, c'est un peu mélangé, mais bon, on passe des éclairs, tornades, grêles, avec un détail. Voilà, un grêlon aux États-Unis, la Grange, ce qui permet quand même d'établir le comportement de ces orages américains où vraiment ce sont des monstres qui tombent. Plus le courant ascendant prend l'intensité, plus la vitesse des grêlons, la chute des grêlons est importante. Et voilà, c'était, je dirais, un petit grêlon parmi tous les autres qu'on a pu ramasser ce jour-là. Petit, ouais, il y avait plus gros, et puis bon, là, c'était à peu près un quart d'heure après la chute de grêle, un quart d'heure, 20 minutes. Donc ils avaient quand même déjà réduit de taille. Mésocyclone avec forcément nuages mûrs dans une supercellule HP à Kearney, dans le Nebraska, en mai 2008, pardon. Donc là, on avait pris quand même quelques risques parce que c'était quand même assez ambigu. On ne savait pas si c'était un véritable front de rafale ou vraiment si l'ensemble était en rotation. Et donc le plus fou, c'est que l'on peut constater là sur l'autoroute que tous ces véhicules qui vont au cœur de la supercellule, malgré le fait quand même qu'il y a des informations assez soutenues là-bas. Donc c'était vraiment une ambiance très particulière parce que c'était assez ambigu. Et finalement, 10 minutes après, le nuage mûr s'est renforcé, la rotation avait atteint son paroxysme et une tornade est passée à quelques centaines, 200 mètres de nous, en arrachant les lignes électriques, provoquant des amorçages, des power flash. Un pare-brise, comme il veut voir tous les jours, hein. C'est joli. C'était la Grange, donc dans des conditions quand même assez délicates pour chasser les orages, hein. Mais ça fait partie du jeu. L'antenne, oui. Impact proche en France,
c'est un endroit où j'aime beaucoup me rendre, c'est dans la Marne, près du Mont Hout, près de Cézanne, Connantre exactement. Là je suis à 1 kilomètre du village, au pied du Mont Hout, et j'ai eu la chance donc de photographier, c'était en juillet 2007, cet impact très très proche dans un champ. C'est là qu'on comprend que la foudre tombe n'importe où, hein. Même sur les terrains absolument les plus plats. Et curieusement, j'avais une ouverture de f5.6 ou f6.1 pour un coup de foudre, certes, qui n'avait pas beaucoup d'impulsion, mais qui était tout de même très lumineux, hein, parce que on peut voir vraiment cette zone totalement illuminée au point d'impact. Je vous conseille d'aller là-bas parce que c'est un endroit qui est très foudroyé, beaucoup d'adrénaline, parce qu'on se trouve au milieu de nulle part. Et non seulement déjà il y a ça qui rentre en compte, ça donne vraiment un peu plus de piment à la chasse, mais en plus de ça c'est un couloir très foudroyé. À chaque fois que je me rends là-bas, j'ai toujours face à moi 3 à 4 coups de foudre tombant en moins de 2 km. C'est vraiment ce couloir Connantre jusqu'à Vitry-le-François, c'est ça? Ou Chalon, oui. Où là donc vraiment c'est très prolifique pour la foudre. Ouais. Donc je vous parlais de l'orage de tout à l'heure, qui était au stade de congestus. Donc là il a quand même pris une forme d'enclume, mais bon, elle n'est pas extrêmement marquée. On reste quand même dans du cas de cumulonimbus cavus, donc avec la constellation au-dessus. Alors voilà, un spectacle que j'aime. Donc là l'orage est beaucoup plus loin, on n'est pas au cœur de l'orage à subir des impacts proches, mais ça reste quand même des ambiances magiques. On voit bien le bouillonnement cumiforme avec l'alimentation. On sent que cet orage va encore durer un long moment, ce qui était le cas. Nicolas, où cette photo elle a été prise? Cette photo a été prise depuis le col du Marchérue. Donc en fait l'orage est du côté de Mout, dans le Doubs. Et il faisait quasiment du stationnaire. Col du Marchérue en Suisse. Retour aux USA, avec un très beau mésocyclone. On voit vraiment le début de l'enclume rétrogressive. Ce qui était génial, là, c'est que nous avions des grêlons qui tombaient depuis cette enclume. Donc ça comportait quand même une part de risque. Mais en même temps, on avait vraiment visible à l'œil nu cette rotation. Et on s'est dit, obligé, une tornade va se former. C'est une ambiance aux USA qui est vraiment, vraiment magique. Là, on se trouve vraiment dans une zone très propice, la limite entre le RFD, la zone de précipitation, conflit entre le pseudo front froid et front chaud, l'endroit idéal pour qu'une tornade puisse se former. Retour en Suisse, alors là, cette nuit-là, j'ai fait plus de 700 km. À la base, j'étais du côté d'Auxerre. Et c'était une situation très délicate parce que ça pouvait exploser un petit peu partout. Et donc je ne pensais pas un seul instant me retrouver 3 heures après entre le Haut-Doubs et la Suisse. Ça aussi, c'est le désir d'aller toujours plus loin dans les orages. Bon, c'est vrai que j'ai sacrifié beaucoup de choses pour les orages, parfois de manière très égoïste, mais voilà, c'est la passion qui l'emporte. Donc en partant de Serres, on avait quand même un ciel assez instable, mais des points de rosée qui n'étaient pas du tout propices, entre 10 et 11. Et en faisant une dernière petite analyse, je me rendais compte que donc, les points de rosée étaient beaucoup plus élevés, mais avec une instabilité moins marquée sur le relief du Doubs et du Jura. Et là, il ne faut pas hésiter dans ce genre de situation, il faut se repositionner, trouver un bon emplacement afin de prendre des routes très rapidement, et là, l'attente de nuit pour essayer de percevoir les premiers flashs. Et là, bon, je l'avoue, hein, c'est la chance, énormément de chance, un peu d'instinct, mais beaucoup de chance. Je suis parti en direction du Haut-Doubs. Je sais pas, j'avais ce ressenti. Et entre Salins-les-Bains et Pontarlier, j'ai commencé à percevoir les premiers flashs. Et ensuite, arrivant à la frontière entre le Haut-Doubs et la Suisse, ce spectacle chironique avec des coups de foudre à l'avant très ramifiés, une belle averse gréligène, un courant ascendant très soutenu, atypique aussi des cellules nocturnes qui demeurent quand même assez isolées. Là, on n'était pas dans un système soutenu important, on était vraiment dans un régime préfrontal avec des cellules à durée de vie de 5 ou 10 minutes. Oula. Désolé.
mésocyclone avec internuageux, bande d'afflux au coucher de soleil. Donc c'était la fameuse photo dont je vous parlais. Au début, sur la partie est, nous avions donc la progression de l'Arcus. Et là, dans cet endroit plus au sud-ouest, le mésocyclone, donc, qui pouvait engendrer quand même à n'importe quel moment une tornade, puisque l'hélicité ce soir-là dans le Nebraska était très très importante. Un orage monocellulaire français. C'est possible. Voilà, donc c'était la suite de la tornade de Lagrange, où donc la cellule avait encore repris de l'intensité. C'est vraiment une journée incroyable. Là, elle était passée à la frontière avec le Nebraska. Nous étions dans l'ouest du Nebraska. Donc pareil, toujours ce courant ascendant rotatif très soutenu, mésocyclone exceptionnel avec ses stries. Bref, c'est vraiment le grand spectacle. Et quelques instants après, une grosse activité foudre s'était mise en place avec des coups de foudre pendant plus d'une demi-heure, à moins d'1 kilomètre, le bonheur. Orage très violent sur le premier plateau jurassien en juin 2007. Juin 2007 a été donc un mois très orageux sur le Jura et le bassin lémanique. Là, il m'est arrivé une expérience assez particulière pendant cet orage. Donc c'est un orage stationnaire avec des coups de foudre soutenus, un triple foudroiement à 1 km sur la colline. J'étais obligé de sous-exposer un petit peu le premier plan parce que j'avais beaucoup de gouttelettes qui apparaissaient, donc c'était peu esthétique. Il faut savoir que, fait, à la base, dans le fichier RAW, là, le premier plan, il est complètement illuminé. Mais bon, ça rendait beaucoup moins. Et donc, durant cet orage, situé sur le plateau dessus de Poligny, un plateau très foudroyé, il y avait une concentration de coups de foudre, mais tout autour de la voiture, pendant 10 minutes. Et malgré le fait que le moteur soit éteint, au moment de ces clichés, le moteur s'est réallumé. Incroyable. Ce qui prouve que vraiment le courant, le rayonnement électromagnétique était vraiment très intense. Et c'était dû à cette activité foudre. Donc les aiguilles tournaient dans tous les sens, c'était assez étrange. Independence Day. Retour sur la tornade de Kearney. Alors voilà, très très proche, on assiste à une série de power flash, d'amorçage. Donc cette tornade est vraiment très très près. C'est vrai que après, chacun a son point de vue. Souvent on peut apprécier l'orage d'assez loin. Mais il est vrai que quand on part aux États-Unis, il faut quand même tenter le coup d'approcher une tornade de très très près. Hein. C'est vraiment une montée d'adrénaline, une sensation. Et je pense que personnellement, sous un orage, à plus d'1 kilomètre, que ce soit pour les points d'impact de la foudre, même pour les tornades, il y a plein de détails qui nous échappent. Et le but en soi, c'est quand même d'être au plus près, afin de minimiser quand même le danger, enfin, le risque. Là, c'est quand même une petite tornade. Hein. Les vents soufflaient à 180, 170, 180 km/h, ça va encore, on peut quand même s'en approcher. Donc toujours, cette fois-ci capture en vidéo. Hein. Précédemment, c'était également une capture vidéo. Gros amorçage, là la ligne explose littéralement. Vous pourrez voir dans la vidéo également, on assiste au bruit du court-circuit, c'est phénoménal. Là, c'est très très près. Hein. La voiture commençait à vibrer. Passage de la tornade. Autre tornade remarquable, une wedge. Toujours le 23 mai 2008, dans ce secteur, hein, Quinter, Hill City. Donc première wedge de la journée, qui fort heureusement n'a pas duré si longtemps. Enfin, fort heureusement, ça dépend pour qui, mais il y avait quand même des applications un petit peu plus loin. Donc elle s'est résorbée au moment où elle était quasiment prête à arriver sur ce petit hameau. Tant mieux, parce que là, bon, c'est quand même une tornade qui a été classée F3. Hein, et les vents ont dépassé les 230 km/h. Donc là, ça devient quand même assez fort. Je l'ai présenté avant, il me semble. Hein. Oui. C'est peut-être pas totalement la même. Donc la suite, hein, toujours, ce outbreak le 23 mai 2008, avec, je vous disais, la 4e ou 5e tornade. Enfin, c'est quand même bizarre de se dire à un moment, on n'arrive plus à compter le nombre de tornades qu'on a vues. Bowdle, dans le Dakota du Sud,
Des photos extraordinaires aussi ont été faites par Dean ce jour-là. Je crois que tu étais positionné un petit peu plus à l'ouest hein, de la supercellule. Donc bah, là, c'est carrément dantesque. Un nuage mûr avec une forme mais vraiment diabolique. Et ce nuage mûr gardien de cette tornade, une wedge, hein, pareil, je crois qu'elle était classifiée F4. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'avait plus du tout d'essence. On n'a pas pu se rapprocher. Et la station, à la sortie du village de Badel, avait été endommagée au passage de cette wedge. Donc, plus d'essence, plus de courant. Donc, on ne pouvait pas faire autre chose que d'attendre. Et là, il y a beaucoup de frustration, je peux vous le dire, quoi. On est obligé d'attendre 1 heure après. Il y avait encore une succession de tornades, 2 ou 3 tornades, il me semble, dans cette supercellule. Donc ouais, c'est assez rageant, d'autant plus que là, au niveau du target, on était un petit peu quand même à la ramasse dans le sens où on s'était positionné la veille trop dans le Nebraska. Donc quand on a refait un dernier suivi des modèles, on a vite tracé pour passer la frontière du Dakota du Sud et remonter jusqu'au niveau de Pierre. Donc c'est vrai qu'on avait déjà perdu un petit peu de temps. Mauvais choix, à un moment on voulait intercepter la supercellule plus au nord-est, alors qu'il fallait la prendre à nouveau au sud-ouest. Mais vu déjà son état de maturité, c'était très délicat, on ne savait pas trop quoi faire. Bon, on a eu la chance quand même de la rattraper. Heureusement aussi, on n'a pas croisé de shérif. Voilà, cas plus classique, début de la tornade de Lagrange, avec un ciel de mort. Bon, là, au niveau de la colorimétrie, hein, on ne peut pas se rendre compte véritablement, mais aussi quelque chose de très bizarre aux États-Unis. C'est... Bon, curieusement, on sait très bien quand on est sous le mésocyclone, soit on a des tonnerres soutenus en présence d'une activité électrique intranuageuse importante, ou soit c'est vraiment le calme plat, ce qui était le cas ce jour-là. Au début du nuage mûr en rotation, on entendait des petits oiseaux. Certains les appellent les oiseaux à tornade. Donc apparemment ils portent chance, mais comme on dit, voilà, c'est le calme avant la tempête. Un cas de joli courant ascendant torsadé, cette fois-ci dans le Haut-Jura. Alors, les spécialistes pourront donner leur avis. Est-ce qu'on peut parler de supercellule orographique? C'était quand même le cas ce jour-là, où il y a eu un joli mouvement, un courant ascendant qui a donné une petite rotation. Et cette cheminée inclinée, avec forcément donc, de l'air chaud, confronté à la zone de précipitation, bande d'afflux très marquée, et puis des cisaillements qui étaient quand même assez prononcés ce jour-là. Oui, il y a quand même quelque chose. Arcus aux États-Unis, côté un petit peu esthétique. La fameuse supercellule du 30 juin 2012. Je vais peut-être me dépêcher, hein, je sais pas, j'ai peut-être le départ. Ok. Bon bah voilà, merci. La fameuse supercellule du 30 juin 2012, où là, bon, c'est pareil, des conditions vraiment réunies, un CD qui demeurait totalement isolé. Il faut savoir quand même que cette première supercellule a parcouru 250 km, ce qui est vraiment incroyable. Elle s'est formée sur la Saône-et-Loire pour finalement perdre vie, je crois, à la frontière entre le Jura suisse, hein, pas loin du Jura suisse, je crois. Hein. Elle a passé Mèche, Morteau, et elle s'est désagrégée au niveau de Porrentruy, voilà. Donc là, typique, hein, on voit bien donc l'alimentation, enfin le courant ascendant avec l'enclume déjà très imposante, un contraste très marqué, une zone de précipitation, curieusement, qui était quand même déjà trop imposante. Peut-être que ça aussi, ça a joué des faveurs pour que malheureusement la tornade ne se forme pas, en plus d'un manque de cisaillement, on va en parler après. Donc là, je me rapproche de la supercellule. C'est une région très délicate pour chasser parce que c'est hyper boisé. Fort heureusement, je connais bien ce secteur. Ça fait depuis 15 ans que je l'étudie pour les orages. Donc là, je me repositionne afin de ne pas prendre la chute de grêle. Hein. Et là, je suis super bien placé parce que je suis encore dans l'air sec. Et donc à droite, on aperçoit du moins cette bande d'afflux hein, qui vient donner encore une intensité au courant ascendant. Donc là, à ce moment-là, c'est déjà en rotation. Ouais, le nuage mûr avec vraiment des tentatives de tuba assez significatives.
forcément j'attends qu'une chose, hein, la tornade. Je ne peux pas être mieux placé. À ce moment-là, le RFD se renforce. Donc moi, le but, c'est de suivre le nuage mûr hein, en rotation. Et à la sortie du village de Moutier, bon, là, je me dis, c'est obligé. On voit à travers cette photo, la tornade va se former, quoi. Et bon, on pourra se rendre compte qu'il manquait quand même il y avait un manque de cisaillement de vent directionnel dans les basses couches. Et ça jouait aussi pour le fait que la tornade ne se manifeste pas. Mais c'était vraiment, vraiment limite. Donc je me repositionne à la sortie de Moutier. Là, forcément, les rafales sont très fortes. Hein, le RFD est très soutenu. Et nous, on a la présence de ce tuba avec ce nuage mûr très marqué. Et là, il faut concevoir que tout l'ensemble est en rotation. Je laisse un petit peu donc ce supercell. Je reste un petit peu à l'arrière, du moins, pour profiter de la roche, de ces courants ascendants monstrueux. Là, on voit qu'il y a encore des zones très suspectes. Pourquoi je ne tente pas? D'une part, parce que les routes sont très délicates. Mine de rien, cette supercellule a un déplacement assez rapide. D'autre part, une deuxième supercellule arrive au même endroit que la première, avec des grêlons encore plus imposants. Donc, je tente à nouveau ma chance. Là, je repars en direction de Pierre-de-Bresse, Moutier-en-Bresse. Je récupère la deuxième cellule. Là, à ce moment-là, mon pare-brise est encore intact. C'est après le passage de cette supercellule que là, je vais carrément l'exploser, malheureusement. Là, on atteint des grêlons de 7 à 8 cm. Donc, l'approche de cette deuxième supercellule, avec un rouleau, mais vraiment monstrueux, des stries encore très marquées. On voit évidemment un signe de rotation, mais c'est quand même une transition en mésocyclone-occlus. L'air froid prend le dessus et petit à petit, cette supercellule va se transformer en gros front de rafale. Et on voit bien déjà la transition, hein, avec l'arrivée de l'air froid. Mais toujours quand même, c'est pareil, cette bande très soutenue. Ce jour-là, c'était vraiment incroyable, hein, des paramètres avec des points de rosée de 18-19, il me semble, hein, une cape de 2500. Forcément, ça joue énormément. Voilà, bon là, les grêlons avaient réduit de taille, c'est au passage de la première supercellule. Là, au passage de la deuxième supercellule, là c'était déjà moins drôle. Donc je suis resté 1 minute. Hein. Connaissant bien la région, je savais que voilà, je pouvais vite récupérer l'air sec. Donc sortir de la verserie de l'hygiène, ça c'est cool aussi, parce qu'on peut s'amuser à rentrer, à sortir, si on a envie d'avoir son pare-brise éclaté. Mais là, bon, j'ai compris, hein. 1 minute, ça a suffi. Hein. Ça me rappelait un petit peu la grange. Donc quand même des impacts très marqués. Autre ambiance, Val-de-Saône. Alors là, je reste dans l'ambiance des orages de la Bresse, du Val-de-Saône, parce que pour moi, c'est vraiment un endroit... bon, déjà, c'est magique. Hein, normalement, du fait, je ne vais pas jouer sur l'objectivité des choses, mais ayant grandi dans cette région, j'ai assisté à des orages très violents étant gamin. Et c'est une évidence, cette région est propice à des orages forts, esthétiques. Dans le Val-de-Saône, non seulement on a quasiment en moyenne 1 à 2 supercellules chaque année, mais en plus de cela, le Val-de-Saône prend des airs de Floride, avec souvent des cellules isolées et ces coups de foudre extra nuageux. Toujours le même orage, c'était cette année, excusez-moi pour la date. Hein. Et là, grand spectacle avec pendant plus de 15 minutes une succession d'extra nuageux jaillissant totalement dans l'air sec. 23 août, avec une situation très propice une fois de plus entre la Bresse, le Val-de-Saône et le Jura. La progression d'une supercellule de nuit avec une activité foudre très soutenue. Alors c'est très rare, il faut savoir que la plupart du temps les supercellules engendrent quand même une activité intra-nuageuse très marquée, mais là c'était carrément le contraire. Ce jour-là j'étais au téléphone avec Vincent Deligny. Moi, je vais expliquer parce que Christophe Asselin et Vincent étaient restés sur l'Allier et compte tenu déjà des orages très virulents qui avaient explosé entre l'Allier et la Saône-et-Loire, moi j'avais tenté le coup de poker en allant un peu plus au nord puisqu'il restait encore pas mal de matière. Et gros coup de chance, donc aux alentours de 22 h, j'assiste à la naissance de cette supercellule. Donc là, je travaille toujours avec 2 appareils,
2 à 3 appareils, un argentique, 2 numériques. Là, donc celui-ci était au grand angle pour prendre vraiment l'ensemble enfin, une partie de la jupe avec l'activité foudre. Et l'autre boîtier était avec un 200 mm, ce qui m'a permis d'avoir des impacts super proches. Donc on voit bien cette jupe. De nuit, c'est une ambiance à part, c'est encore beaucoup plus d'adrénaline. Voilà, l'avancée de la supercellule avec une activité foudre qui se maintenait dans la partie sud-est. Et là, j'étais à Croix-du-Dent, au-dessus de Poligny, qui est un très très bon spot, très dangereux, parce que nous avons une croix métallique à côté, une antenne, et bon, ça c'est nickel aussi pour essayer d'avoir un coup de foudre super proche. On est comme ça, ouais, super cellule derrière, coup de foudre ascendant. C'est du sport, la chasse aux orages. Donc je finis la nuit, cette nuit-là, de toute façon, j'avais commencé à 16h, 17h pour finir à 6h du matin. Là, je me trouve dans le Doubs, donc suite du 23 août, hein, bon là, nous sommes forcément au 24, 5h, 5h30 du matin, et le gros spectacle, double coup de foudre extra nuageux, un petit CB qui s'élève à peine à 7-8 000 mètres, et puis voilà, c'était pendant 10 minutes, succession d'extra nuageux. Je vais avancer, je vais terminer, allez, un petit best-of, impact sur le lac Léman. Traceur ascendant sur le lac Léman. Triple coup de foudre de droite sur un château d'eau, celui du milieu sur le toit d'un silo et celui de gauche dans un champ. Crop, on voit bien. C'est très croppé là, mais c'est vraiment pour simultané, hein, bien sûr. Mésocyclone au coucher de soleil. Cette année, au Mont-Roland, beaucoup de chasseurs étaient au Mont-Roland. Et je crois que oui, c'est la même photo. J'étais sur une température un petit peu plus bleutée. Et là, par contre, je travaillais au 70-200, hein, il n'y avait pas de crop. Hein. Sachant que le couloir Rhénan-Auxonne, c'est un endroit très foudroyé. Je braquais davantage en zoomant. Et puis bon, bah, ça a payé. Le coup de foudre de gauche tombe sur l'église de Rhénan. Pas la même photo que Cyril, malheureusement. 1er juin 2003, dans la Bresse, Val-de-Saône, orage nocturne avec beaucoup de ramifiés, c'est une pause en argentique, on est en présence d'un Talweg, ça a déstabilisé la masse d'air, classique, remontant du massif central jusqu'au nord-est, et voilà, le Val-de-Saône prend à chaque fois, quasiment. Impact proche sur une ligne téléphonique avec un petit amorçage. Je me lâche. Celle-ci, nous l'avons déjà vue. L'orage très violent de Baroten, quand je vous expliquais que voilà, donc le moteur s'est rallumé. Là, je suis limite sur Aix, mais c'est pour vous prouver l'intensité incroyable de cet orage, point de vue foudre. Allier, très bon couloir aussi, on n'en a pas parlé, hein, le nord de l'Allier, enfin, disons de Saint-Pourçain jusqu'à le donjon nord de Moulins, couloir à foudre, longue base, enfin, base très haute, pardon, long coup de foudre ramifié, région de Avallon, dans l'Yonne, voilà. Coup de foudre proche sur un arbre, Divonne-les-Bains, impact proche, ambiance un petit peu plus généralisée. Cette année, monsoon à la française du côté de Besançon. Et pour terminer, Mamatus, qui est un petit peu l'attrait de chaque passionné. Là, les Mamatus, malheureusement, sont pourris. Merci de la colorimétrie, et puis merci à vous.